Je suis ici dans la leçon 1 de la semaine 1 et je vais vous faire une introduction sur le cours et vous présenter le plan de cours. Donc, tout d'abord, je suis dans un notebook Jupyter. Donc, un notebook Jupyter, c'est un document web qui peut contenir du texte, des équations, des figures, des tableaux, un peu ce qu'on retrouve dans n'importe quel document. Mais en plus, ça peut contenir aussi des cellules de code Python. Donc, je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Donc, qui suis-je? Je suis professeur au département de génie électrique, génie informatique, et je m'intéresse tout particulièrement à ce qu'on pourrait appeler l'intelligence computationnelle. Donc, c'est utiliser les ordinateurs pour concevoir des systèmes intelligents. Si vous voulez me rejoindre, j'ai mes coordonnées qui sont ici. Mais si vous avez des questions d'ordre personnel, vous pouvez toujours, le mieux, vous pouvez m'appeler, mais le mieux c'est de me rejoindre par courriel. Et pour toutes les questions en rapport avec la matière du cours, vous devez passer par le forum de discussion du cours. Et là, je vous réfère à la capsule vidéo qui a été faite sur comment naviguer dans le forum de discussion. Alors, le cours de Python est un cours de 3 crédits qui est offert à distance selon une formule asynchrone. Donc, asynchrone, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de cours magistral, il n'y a pas non plus de cours à heure fixe. Tout est enregistré, tout peut être fait de façon asynchrone. Et sauf évidemment les examens qui, eux, doivent se faire tout le monde en même temps. Donc, un cours de 3 crédits à l'Université Laval, c'est un cours qui implique une moyenne de 3 heures de travail par semaine, par crédit, pendant 15 semaines. Donc, 9 heures de travail personnel par semaine pendant 15 semaines. Et ça, donc, c'est 9 heures pendant chacune des 15 semaines. Donc, évidemment, c'est une moyenne. Il y a des semaines où vous allez probablement mettre plus que 9 heures sur le cours. Mais j'espère qu'en moyenne, vous devriez normalement, si vous êtes un étudiant moyen, mettre 9 heures de travail sur ce cours. Les prérequis de ce cours sont pas très élaborés. C'est un cours d'introduction à la programmation, donc on suppose quand même que vous avez déjà travaillé avec un ordinateur, que vous avez des bonnes connaissances de base en mathématiques, donc on suppose que vous avez fait un DEC ou un diplôme équivalent. Vous êtes capable de faire un peu des abstractions, vous êtes capable essentiellement d'interagir avec un ordinateur. Donc, les objectifs principaux, donc, c'est de comprendre les concepts généraux relatifs à la programmation des ordinateurs et puis d'apprendre à mettre ces concepts généraux-là en pratique avec un langage particulier qui est le langage Python. De façon plus spécifique, vous allez apprendre à manier des éléments de procédure, à savoir faire des blocs d'énoncés séquentiels. Vous allez également apprendre à faire des blocs d'énoncés conditionnels et des blocs d'énoncés répétitifs. Donc, on va évidemment revenir sur ce que c'est que ces différentes sortes de blocs de procédure. Pour l'instant, on peut se limiter à ça. J'ai mis des hyperliens ici dans Wikipédia, donc si vous voulez commencer à lire sur ce que représentent ces différentes choses, je vous encourage fortement à aller dans Wikipédia où il y a beaucoup d'explications sur ce que représentent ces différentes choses. Alors, un autre objectif, c'est d'apprendre à effectuer la décomposition fonctionnelle d'un problème. Donc, quand on part d'un problème compliqué, on cherche en ingénierie, de façon générale, on veut réduire la taille des problèmes. On part de problèmes compliqués, puis on essaie de décomposer ça en problèmes plus simples. Et on résout chacun des problèmes plus simples pour éventuellement obtenir une solution aux problèmes compliqués. Donc, c'est un peu ça la décomposition d'un problème. Et puis, quand on parle de décomposition fonctionnelle, c'est qu'en programmation, on va écrire des fonctions pour effectuer cette décomposition. Un autre objectif du cours, c'est d'introduire les notions qui tournent autour de la programmation orientée objet. Donc, ça, c'est une notion
assez sophistiqués qu'on va étudier à différents moments dans le cours. Donc, on va notamment introduire la notion de classe et d'objet, la notion d'encapsulation, de passage de message, d'héritage et de polymorphisme. Donc, j'en dis pas plus pour l'instant. On va voir ça tout au long de la session. Au niveau de l'évaluation, le cours comporte 2 examens qui vont se faire sur ordinateur dans un environnement spécial. Le premier examen est un examen partiel qui porte sur la matière des 5 premières semaines. Donc cet examen partiel a lieu la 7e semaine, mais sa matière, c'est uniquement la matière des 5 premières semaines. Alors que l'examen final, lui, il est récapitulatif, c'est-à-dire qu'il porte sur toute la matière. Vous allez avoir à faire des exercices interactifs pour un total de 20% de votre note finale. Des exercices, il y en a environ une centaine que vous allez devoir faire tout au long de la session. Vous allez avoir une série de travaux pratiques qui valent 15% à faire individuellement en équipe de 2 ou 3. Donc le premier sera individuel et puis les 2 suivants seront en équipe de 2 ou 3. Finalement, il y a 5% de votre note qui sera attribuée en fonction de votre participation au forum de discussion. Et donc, dans le forum de discussion, c'est là où vous allez poser des questions lorsqu'il y a quelque chose qui va vous échapper, lorsque vous ne comprendrez pas quelque chose, vous devez aller dans le forum poser la question. Avant de poser la question, il faut aller lire les questions que les autres ont déjà posées, peut-être sur le même sujet. Donc, peut-être que la réponse à votre question est déjà présente dans le forum. Donc, avant de poser une nouvelle question, il faut commencer par lire quelles sont les questions qui existent et quelles sont les réponses qui ont été formulées à ces questions. Et donc, essentiellement, ce que vous devez faire tout au long de la session, c'est lire tout ce qu'il y a sur le forum. De temps en temps, vous devez poser des questions. Et puis, idéalement aussi, de temps en temps, vous devriez répondre aux questions de vos camarades. Alors, évidemment, des étudiants pourraient se demander « Oui, mais moi, si je comprends tout, je n'aurai jamais de questions à poser, donc est-ce que je suis obligé de poser des questions? » Ben, la réponse, c'est non. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions. Si vous avez réponse à tout, vous devriez alors normalement répondre parfois aux questions de vos camarades. Donc, si vous n'avez jamais de questions et que vous ne répondez jamais aux questions de vos camarades, ça veut dire que vous ne participez pas au forum. De même, si vous avez de la difficulté dans le cours, vous n'êtes pas parmi les meilleurs étudiants, peut-être que vous ne répondrez jamais aux questions de vos camarades. Écoutez, faites un effort. Si vous y arrivez à répondre parfois à certaines questions, ben, tant mieux. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Mais si vous avez vraiment de la difficulté, ça implique que normalement, vous devriez poser plusieurs questions, même beaucoup de questions. Si vous ne posez pas de questions et que vous ne comprenez pas, ben, c'est un peu de votre faute parce que c'est en posant des questions qu'on peut réussir à comprendre la matière. Ici, j'ai une petite figure qui est très intéressante et très importante pour le cours. C'est un peu un algorithme d'apprentissage. Donc, ça passe dans un premier temps par l'étude des leçons, donc des notes de cours. Donc, ce sont sous la forme de notebook Jupyter, comme ce que vous êtes en train de lire en ce moment. En fait, vous êtes en train d'écouter une capsule vidéo qui porte sur la leçon. Donc, vous devez étudier les notes de cours, étudier les leçons. Ensuite, vous devez faire tous les exercices interactifs en lien avec ces leçons-là. Et une fois que vous avez terminé les exercices en lien avec une leçon et que vous avez étudié toutes les leçons de la semaine, ensuite, vous devez aller dans la page de la semaine, tester vos connaissances, l'acquisition de vos connaissances pour valider cette acquisition-là. Vous devez tester vos connaissances en faisant les quiz. Donc, les quiz, c'est comme des exercices, mais le temps est chronométré. Donc, la différence entre un quiz et un exercice, c'est que dans un exercice, vous avez tout le temps que vous voulez pour répondre à l'exercice, alors que dans un quiz, on limite le temps. Alors, les quiz sont des pratiques d'examen. Un quiz, ça comporte une seule question. Il n'y a jamais plus qu'une question dans un quiz. Alors que la différence entre un examen et un quiz, c'est que dans un examen, il peut y avoir, généralement, il y a plusieurs questions, contrairement au quiz qui n'en comporte jamais plus qu'une seule. Et puis,
Évidemment, pour faire tout ça, il faut aussi consulter de la documentation en ligne. Donc, il y a peut-être des documentations supplémentaires à consulter. Et ce qui est le plus important, c'est ce qui est au centre ici. C'est à chacune de ces étapes, il faut poser des questions. Alors, soit vous avez la programmation infuse et puis que tout est très facile pour vous, et tant mieux pour vous. Et là, vous n'avez pas besoin de poser des questions, mais typiquement, ça arrive à... Il y a peu d'étudiants qui ont ça de façon innée. Alors, c'est très important de poser des questions parce que quand vous bloquez sur un sujet, si vous ne posez pas votre question immédiatement, ben, vous n'aurez pas la réponse à votre question et puis éventuellement, vous allez rebloquer sur la même question plus tard. Donc, des fois, on n'arrive pas à comprendre quelque chose, on fait un peu n'importe quoi, par essai-erreur, on finit par réussir à faire fonctionner ce qu'on doit faire fonctionner, mais on n'a pas vraiment compris. C'est super important de poser des questions. Si vous ne posez pas des questions, si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris ce sur quoi vous bloquiez avant de réussir à faire fonctionner vos programmes, ben, il y a fort à parier que la prochaine fois vous allez être confronté à la même notion, ben, vous allez bloquer de nouveau. Donc, si vous voulez progresser, vous devez vous assurer de poser des questions parce que réussir à faire fonctionner un programme, c'est bien, mais des fois, on arrive à le faire fonctionner, mais on n'a pas réellement compris pourquoi est-ce que dans nos premiers essais, ça ne fonctionnait pas. Alors, vous êtes mis en garde. Si vous hésitez à poser des questions, vous allez avoir des difficultés dans le cours, c'est à peu près certain. Donc, n'hésitez pas et allez-y. Donc, essayez évidemment de résoudre les exercices par vous-même, mais ne restez pas bloqué des heures à vous arracher les cheveux de la tête, ça ne sert à rien. Après avoir passé un certain temps sur un exercice, quand on n'y arrive pas, il faut se faire aider. Donc, pour faire ça, vous pouvez créer des équipes de travail, vous pouvez travailler à plusieurs, et puis vous entraider mutuellement. Et puis, ben, si vous connaissez personne ou si vous êtes seul pour une raison X, ben, là, le forum de discussion est là pour me rejoindre moi et pour rejoindre mes assistants et rejoindre également tous les autres étudiants de la classe qui peuvent peut-être répondre à vos questions très rapidement. Des références bibliographiques. Il y a une panoplie de livres qui existent sur le Python, sur la programmation générale. Il y en a des centaines et des centaines. Ici, j'ai énuméré quelques-uns des livres que j'ai utilisés pour la création initiale de ce cours. Déjà, il y a un bon nombre d'années. Un livre qui est particulièrement intéressant pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il est gratuit. Il a été écrit par un professeur français, Gérard Swinen. Donc, non seulement il est gratuit, mais l'autre avantage qu'il a, c'est qu'il est en français. Donc là, cette combinaison de deux, et c'est assez rare là, d'avoir des livres gratuits, et surtout d'en avoir en français. Et donc, je vous le recommande. Il vous suffit de cliquer sur le lien ici pour pouvoir y accéder, télécharger le PDF du livre. Il y a un autre livre gratuit qui s'appelle Dive into Python. Donc celui-là, il est bien, il est moins bien que le premier, et il est en anglais. Et puis ensuite, j'ai énuméré les autres livres sur lesquels je me suis appuyé moi, au début quand j'ai commencé à préparer ce cours. Ceci étant dit, il y a, comme je vous l'ai dit il y a un instant, il y a des centaines de livres que vous pouvez consulter. Il y a le site ici, python.org, qui contient la définition du langage. Donc, quand vous avez une question de détail sur le langage, ben, c'est un bon endroit pour aller trouver la réponse à vos questions. Donc, je vous encourage à explorer ce site et apprendre à l'utiliser efficacement. Soit dit en passant, à l'examen, vous n'aurez pas accès à ces livres-là, mais vous aurez accès à ce site python.org, dont toute la documentation technique du langage, vous y aurez accès. Donc ça suppose, et pour que ça soit utile pendant l'examen, ça suppose que vous avez fréquenté ce site-là et que vous le connaissez, vous savez comment trouver l'information dont vous avez besoin. Donc si vous ne l'avez jamais fréquenté avant de vous pointer à l'examen partiel, ben, il ne vous sera d'aucune utilité parce que vous ne serez pas familier avec ce site. Et vous allez perdre plus de temps qu'autre chose. Donc, je vous laisse lire le reste. Je passe rapidement à travers le reste du notebook. Et c'est important pour vous que vous le lisiez. Donc là, il y a les échelles de cotes là, qui sont des échelles minimales. Donc, normalement, ça définit les frontières entre les cotes que vous pouvez tenir au cours.
Un détail très important, c'est que dans ce cours, la note de passage est fixée à 50%, mais qu'il y a une double note de passage, c'est-à-dire que vous devez obtenir 50% de moyenne aux 2 examens, globalement, et vous devez également obtenir 50% de moyenne sur l'ensemble des évaluations du cours. Donc, c'est parce qu'il y a plusieurs éléments du cours c'est assez facile d'aller chercher des 100%, comme les exercices, par exemple. La plupart des étudiants se ramassent avec 100%, et donc ça vient bonifier vos notes, mais vous ne pourrez pas, ça ne vous permettra pas de passer si vous n'avez pas réussi à obtenir 50% aux examens. Parce que si vous n'avez pas 50% aux examens, c'est parce que vous n'avez pas atteint les objectifs du cours. Alors, le site web du cours, vous le connaissez, parce que pour accéder à cette leçon, vous êtes allé, mais enfin, voici son adresse. Il y a des exercices interactifs, donc vous lirez tout ça, forum de discussion, contenu du cours, vous lirez tout ça. Pourquoi le Python? Alors, comme j'ai dit précédemment, l'objectif du cours, c'est d'apprendre à programmer, c'est d'apprendre les concepts, les principes sous-jacents à la programmation. L'objectif principal du cours n'est pas d'apprendre le Python. Le Python, c'est un langage qui va nous permettre de mettre en pratique des concepts généraux de programmation. Donc, ceci étant dit, le Python est un vachement bon langage. C'est un langage très intéressant qui a de belles propriétés. Mais, de nouveau, ce n'est pas l'objectif primaire du cours d'apprendre le Python. Mais ceci étant dit, à la fin du cours, vous connaîtrez, vous aurez une bonne base en Python. Alors, pourquoi le langage Python? On peut sortir toutes sortes d'arguments positifs, mais c'est un langage qui est d'usage général, donc on peut tout faire en Python. C'est aussi un langage qui possède une très vaste librairie de modules, donc on peut vraiment tout faire facilement parce qu'il y a déjà des outils qui sont à notre disposition pour faire des choses très sophistiquées avec très peu de lignes de code. C'est un langage qui a une syntaxe relativement cohérente, en fait, plus cohérente que bien d'autres langages de programmation. C'est un langage qui supporte aussi les principaux paradigmes de programmation, à savoir la programmation orientée objet et la programmation fonctionnelle, donc c'est très intéressant par rapport à ça aussi. Et finalement, c'est un langage qui est relativement facile à apprendre. Donc, pour toutes ces raisons, c'est un excellent premier langage. Bon, ce n'est pas un langage qui est sans défaut. Je dirais que le principal défaut du langage, c'est que c'est un langage interprété. On reviendra plus tard sur qu'est-ce que c'est qu'un langage interprété, mais comme tous les langages interprétés, Python peut souffrir de performance. Enfin, les programmes écrits en Python ne sont pas nécessairement les programmes les plus performants, mais avec les ordinateurs très puissants qu'on possède aujourd'hui, c'est très souvent suffisant. Et de toute façon, le langage Python est un langage qui peut s'interfacer avec d'autres langages. Donc, une bonne stratégie qu'on peut avoir, c'est de tout développer en Python pour prototyper notre programme, et puis ensuite on peut regarder la performance du résultat, et si si la performance est insuffisante, on peut identifier les sections de notre programme qui sous-performent à cause du fait que Python est un langage interprété, et donc on peut réécrire ces sections de code-là dans un autre langage compilé, comme par exemple le langage C, pour augmenter la performance. Mais l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de tout réécrire le programme en entier, on peut réécrire juste les portions là, qui sous-performent. Alors, il y a de nombreuses compagnies et organisations qui utilisent le Python, donc vous irez voir cet hyperlien-là pour en avoir une liste. Le Python a été créé au siècle dernier par un certain Guido van Rossum, qui était un étudiant dans un laboratoire de recherche en Hollande. Et puis, voilà, donc j'ai mis plusieurs liens ici si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur lui et sur l'origine du nom du langage, le Python, d'où est-ce que ça vient. Donc, vous irez suivre ce lien-là si vous voulez savoir d'où est-ce que ça vient.
Euh, le Python est un langage parmi toute une panoplie d'autres langages qui existent. Euh, donc, littéralement, des langages, il y en a des centaines. J'en ai énuméré quelques-uns ici, avec des relations qui entre les différents langages. Donc, il y a des langages qui ont été conçus il y a longtemps, dans les années 1950. Il y en a d'autres dans les années 60, il y en a d'autres dans les années 70. Le Python, lui, est relativement jeune comme langage. Il date des années 90, 1990. Donc, il est à la fois assez jeune et très bien établi aussi parce qu'il a maintenant plus de 25 ans. Donc, il est quand même assez mûr. Donc, définition ici, donc j'ai déjà mentionné ça. Ici, le Python est un langage interprété. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos programmes en Python sont exécutés par un autre programme qui s'appelle l'interpréteur Python. Donc, l'interpréteur Python prend vos énoncés en Python un par un et il les exécute un par un. Par opposition, il y a les langages qui sont dits compilés, où là, avant d'exécuter le programme, on compile le programme en entier. On le compile dans un langage que le microprocesseur de vos ordinateurs est capable de comprendre directement, dans un langage natif des microprocesseurs. Donc évidemment, lorsqu'on peut faire cette compilation a priori, ça fait des programmes qui en général sont plus performants en termes de vitesse d'exécution. Bon, ceci m'amène à vous parler de ce qu'on appelle l'environnement Jupyter. Donc Jupyter, c'est un projet logiciel qui permet de créer des notebooks, qui permet de créer toutes sortes de choses, en fait, dont notamment des notebooks. Donc, actuellement, les leçons sont des notebooks Jupyter. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un notebook Jupyter? C'est une espèce de cahier de notes ou un cahier d'expérience qui contient des éléments textuels, des éléments graphiques comme des images, des équations, des listes, des tableaux, des figures, et qui contiennent également des cellules de code. Donc ici, c'est un exemple d'une cellule de code. Ce sont des cellules qui sont actives. Je peux cliquer dans la cellule et là, ce qui est écrit ici, c'est un énoncé dans le langage Python, l'énoncé print. Donc c'est un appel de la fonction print qui permet d'afficher à la console quelque chose. Donc on écrit print, on ouvre une paire de parenthèses et puis à l'intérieur de la paire de parenthèses, on lui donne des arguments. Comme ici, c'est une chaîne de caractères Bonjour le monde. Quand j'ai cliqué sur le bouton ici, j'ai demandé à Python, il y a un interpréteur Python qui a exécuté cet énoncé-là et le résultat, ça a été affiché ici, Bonjour le monde. Donc ça, c'est un autre exemple. Ici, au lieu d'afficher une chaîne de caractères, je vais afficher ici une chaîne de caractères, virgule. Donc là, ça veut dire qu'en fait, ici, dans cet énoncé-là, c'est un print avec deux arguments. Donc ici, il y a un argument, il y a une virgule, puis un deuxième argument. Donc ici, ce que j'affiche, c'est une chaîne de caractères parce qu'il y a des apostrophes qui délimitent la chaîne de caractères. Donc je vais afficher vraiment ces caractères-là ici. Puis là, ça, c'est une expression arithmétique où je demande à Python de me calculer la valeur numérique de 2 à la puissance 1000. Et donc, si je viens cliquer ici dans mon notebook, mon interpréteur Python qui est associé à ce notebook peut exécuter cet énoncé-là et produire le résultat. Donc 2 à la puissance 1000, c'est égal à ce nombre-là ici. Donc si vous ne me croyez pas, prenez un papier puis un crayon et puis faites vos calculs à la main. Et puis dans quelques heures, peut-être, vous serez arrivé à ce résultat-là. À moins que vous soyez trompé, évidemment. Mais voilà. Donc avec Python, on peut faire des calculs sur des nombres entiers avec une précision arbitraire, pardon. On y reviendra plus tard. Donc ça ici, dans cette première leçon, ce sont des premiers exemples d'énoncés Python qu'on peut exécuter. Et donc, vous lirez les explications textuelles qui sont associées à ces exemples. En répondant à la question « Programmer, pourquoi faire ?» En fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin de programmer aujourd'hui? C'est pas compliqué, c'est parce que notre civilisation est actuellement fondée sur le logiciel. Puis dans l'électronique, tout est programmable. Et donc, dans un avion, il y a des systèmes informatiques qui sont extrêmement sophistiqués.
tout est contrôlé par des ordinateurs. Il y a des multitudes d'ordinateurs qui contrôlent tout ce qu'il y a dans un avion. Les avions aujourd'hui, puis déjà depuis un bon nombre d'années, peuvent voler tout seuls. Ils peuvent même décoller, atterrir tout seuls. Bon, ça ne devrait pas vous surprendre. On s'en va aussi vers des voitures qui se conduisent toutes seules, mais c'est absolument ahurissant la quantité d'informatique qu'il peut y avoir dans un avion, par exemple. Mais on va dans un bateau. Dans un bateau aussi, il y a des systèmes informatiques dans les bateaux qui sont d'une sophistication extrême. Donc, tout est contrôlé par des ordinateurs. Et puis, si on s'intéresse aux automobiles, évidemment, il y a des, même dans nos automobiles régulières, il y a des systèmes informatiques extrêmement sophistiqués. Évidemment, si on va dans les Formule 1, ben là, c'est le summum de la sophistication. Et puis, les écuries qui ont des meilleurs systèmes électroniques dans leur véhicule, c'est ces écuries-là qui gagnent. On peut se demander, en fait, c'est sûr que les pilotes aussi sont importants, mais si on prend le meilleur pilote et qu'on le met dans une voiture qui n'est pas tout à fait à la hauteur, ce pilote-là ne pourra rien faire contre un pilote moins bon qui est dans une meilleure voiture. De plus en plus, c'est l'électronique qui fait la différence. Donc, il y a énormément de systèmes informatiques dans les voitures, dont notamment le moteur de la voiture, qui est un composant avant tout mécanique, mais qui aujourd'hui est complètement contrôlé par un ordinateur. Donc, tous les paramètres de fonctionnement du moteur sont contrôlés par un, voire même plusieurs ordinateurs. On peut s'intéresser au réseau de distribution d'énergie. Donc, Hydro-Québec nous fournit de l'énergie dans nos maisons. Mais comment est-ce que Hydro-Québec fait pour prendre l'énergie dans les grands barrages et puis l'acheminer jusqu'à chez vous et s'assurer que vous avez la quantité d'énergie dont vous avez besoin, que tout le monde a la bonne quantité d'énergie? Ben, il y a des systèmes informatiques extrêmement sophistiqués qui permettent de faire ça, sinon on n'aurait pas les systèmes de distribution d'énergie dont on a besoin. Quand on doit envoyer une sonde spatiale, par exemple, sur la planète Mars, ben, on a besoin d'avoir des systèmes extrêmement fiables et des systèmes programmés extrêmement fiables. Pour la simple et bonne raison que communiquer avec la planète Mars, même à la vitesse de la lumière, ça prend une quinzaine de minutes pour faire un aller-retour. Et donc, c'est impossible de téléguider ces sondes-là. Ces sondes-là doivent être autonomes. Et puis, il n'y aura personne pour les réparer si elles brisent, donc elles doivent se réparer elles-mêmes. Donc tout ça, ça a été programmé. Ce sont des systèmes informatiques d'une complexité absolument inouïe. Quand on parle de médecine moderne, toutes sortes d'appareils électroniques qui sont évidemment, derrière ça, il y a des systèmes informatiques, il y a des programmes qui contrôlent tous ces appareils-là. Et donc, encore une fois, c'est extrêmement sophistiqué. Petite image du iPhone original. Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui sans nos téléphones intelligents? Je ne sais pas, mais l'informatique, les programmes qu'il y a dans ces petits bidules sont d'une sophistication également absolument extraordinaire. Un dernier exemple. Au début, là, c'était écrit que je suis impliqué dans un organisme qui s'appelle Calcul Québec. Et donc, notamment, Calcul Québec gère des superordinateurs qui servent à la recherche. Donc, ici, c'est une photo d'un de ces superordinateurs qui s'appelle Colosse, qui est à l'intérieur du silo en béton qui est à l'extrémité nord du pavillon Vachon. Si vous avez déjà remarqué ce grand cylindre de béton à l'extrémité du pavillon Vachon, ben, actuellement, il contient un superordinateur qui s'appelle Colosse. C'était le 63e plus gros ordinateur au niveau mondial en 2009. Alors aujourd'hui, il est plutôt dépassé, disons ça comme ça. Mais il a rendu de fiers services pendant de très nombreuses années. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet ordinateur-là dissipe en permanence 7 jours par semaine, 365 jours par année. Il dissipe environ 350 à 400 kilowatts de chaleur. Et donc, c'est énormément de chaleur, ça. Et il faut refroidir ces machines-là. Et donc, il y a un système de refroidissement très sophistiqué. Et là, ce qui est illustré sur cette
figure-là, ici, c'est un panneau électrique à l'intérieur duquel il y a des systèmes avec des microprocesseurs qui contrôlent le système de refroidissement de Colosse. Donc, il y a des ordinateurs pour contrôler le refroidissement d'autres ordinateurs. Alors, j'aborde ici les qualités d'un logiciel, très très brièvement. Un logiciel a plusieurs qualités. Donc, sa première qualité, c'est d'être valide. Valide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le logiciel fonctionne. Ça veut dire qu'il fait ce pourquoi il a été conçu. Donc, évidemment, si on a un logiciel qui ne fonctionne pas, qui ne donne pas la bonne réponse, ben, ce n'est pas très intéressant. Ceci étant dit, il y a des logiciels qui donnent la bonne réponse dans la plupart des cas, mais là, ça nous prend aussi des logiciels qui sont fiables. On ne veut pas qu'ils nous donnent la réponse que dans la plupart des cas, on veut qu'ils nous donnent systématiquement la bonne réponse et qu'ils fassent les bons traitements. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fiabilité. Donc c'est un autre élément qui est très important. Un logiciel a besoin d'être efficace. Donc, peut-être qu'il donne toujours la bonne réponse, donc il est valide, il est fiable, mais est-ce qu'il donne cette réponse-là dans un temps raisonnable? Donc, si en plus il est efficace, ça veut dire qu'il va nous donner la réponse quand on en a besoin. Parce que si la réponse arrive un mois plus tard, ben, c'est pas très efficace comme système. Évidemment, les systèmes informatiques doivent être aussi abordables. Donc, il faut qu'on puisse les développer à un coût raisonnable, parce que si on n'a pas les moyens de se les payer, ben, on n'est pas plus avancé. Et finalement, la cinquième grande qualité d'un logiciel, c'est d'être capable d'évoluer, justement parce qu'en général, ça coûte assez cher, il faut qu'on puisse les faire évoluer dans le temps et les développer en plusieurs parties. Donc ça, c'est une cinquième qualité d'un logiciel. Donc, toutes ces qualités-là, ce sont des enjeux de ce qu'on appelle le génie logiciel. Donc, évidemment, dans ce cours, je n'aborderai pas directement les questions de génie logiciel parce que c'est en dehors du cadre du cours. Dans ce cours, on se concentre sur un aspect de tout ça qui est la programmation. Mais ce qu'il faut savoir, ce que vous devez enregistrer, ce dont vous devez vous rappeler, c'est que dans le développement d'un logiciel, il y a plein d'étapes. Et dont notamment des étapes comme l'analyse. Donc l'analyse, c'est qu'avant de programmer un système logiciel, il faut analyser le problème qu'on cherche à résoudre. Donc on ne se précipite pas à coder une solution tant qu'on n'a pas analysé le problème correctement. Ensuite, une fois qu'on l'a analysé correctement et qu'on a peut-être établi un budget, qu'on a déterminé à qui le système s'adressait, quelles sont les conséquences d'une erreur, d'une panne, etc., ensuite, on va passer à la deuxième grande étape qui est l'étape de conception. Donc, une fois qu'on sait ce qu'on veut, ben là, comment est-ce qu'on fait pour résoudre le problème en question? Il va falloir peut-être développer des structures de données appropriées, développer des algorithmes, concevoir des interfaces pour pouvoir interagir avec le programme. C'est seulement ensuite que vient l'étape de programmation. Et donc, nous, dans le cours, on va se concentrer sur cette étape de programmation dans le sens où on va apprendre à programmer. Donc, on n'apprendra pas à faire du génie logiciel, on va apprendre à programmer dans un langage particulier. Et une fois qu'on a programmé un logiciel, c'est pas tout, parce qu'ensuite, il faut le tester, il faut s'assurer, il faut faire une autre grande étape là, qui sont les tests d'intégration. On a développé des bouts de code, il faut les intégrer dans un tout cohérent qui fonctionne. Et donc, il faut faire des tests pour s'assurer qu'il n'y a pas des failles dans nos programmes. Donc voilà, ça conclut cette première leçon. Donc, vous avez plusieurs lectures à faire en lien avec cette leçon. J'ai mis beaucoup de pointeurs qui pointent vers des documents externes. Donc, je vous encourage à suivre tous ces pointeurs et à aller vous documenter là-dessus. Pour conclure, je dirais que la programmation, c'est aujourd'hui un savoir-faire essentiel en sciences et génie. Donc, évidemment, si vous étudiez en informatique, en génie informatique, en génie logiciel, c'est évident que c'est quelque chose de fondamental, que si vous ne savez pas programmer, ben vous ne pourrez rien faire d'autre dans ces disciplines-là. Mais même si vous étudiez dans d'autres disciplines des sciences ou du génie, comme par exemple en génie mécanique,
ben, vous serez probablement appelé à programmer des systèmes parce que les systèmes mécaniques aujourd'hui sont programmables parce qu'ils incorporent des systèmes électroniques et ils doivent être programmés. Des systèmes qui sont purement mécaniques aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Si vous étudiez dans les sciences comme, je ne sais pas moi, la biologie, la chimie, la physique, ben, vous avez aussi toutes sortes de choses programmables auxquelles vous allez être exposé. Et donc, d'avoir des bases en programmation, c'est très important. Et si vous étudiez dans d'autres facultés, comme en sciences humaines, en sciences sociales, ben, également, vous êtes exposé à devoir programmer toutes sortes de choses pour pouvoir arriver à vos fins. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un savoir-faire essentiel, surtout en sciences et génie, mais également dans beaucoup d'autres disciplines. Le Python, c'est un langage qui est à la fois simple et puissant par rapport à d'autres langages qui sont moins simples et pas nécessairement aussi puissants. Mais ça ne veut pas dire que la maîtrise de ce langage est triviale. Donc, certains étudiants ont beaucoup de facilité, ils apprennent vite, d'autres ont plus de difficultés. Et donc, c'est important de ne pas sous-estimer la difficulté de ce cours. Alors voilà, vous voyez ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui m'attend dans mon forum, et donc je devrais y aller en cliquant sur l'icône ici. Et si jamais vous avez des questions à poser par rapport à cette leçon ou à n'importe quelle autre leçon d'ailleurs, ben, n'hésitez pas à aller dans le forum. Par exemple, si je vais dans le forum ici, ben, le forum m'affiche tous les fils de discussion qui sont en lien. Par défaut, là, il m'affiche les fils de discussion qui sont en lien avec cette leçon et ces exercices. Et donc, il n'y a rien pour l'instant. Mais si vous avez des questions, ben, c'est ici qu'il faut les poser. Et pour les poser, c'est pas compliqué. Il faut cliquer sur le bouton ici, créer un fil de discussion, et ensuite choisir différentes options, et puis écrire, composer votre question, essayer d'exposer ce qui ne va pas. Donc voilà, ça complète cette capsule vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine.